Alors, je laisse la parole à Sergio qui organise la deuxième table ronde. Merci beaucoup. Donc, je suis Sergio Roman, je travaille à l'Institut Pasteur, à l'Institut Curie. Je l'ai fait exprès. Pour ceux qui ne le savent pas, l'Institut Pasteur est le papa de l'Institut Curie. Donc, c'est grâce à des fonds qui ont été donnés à Pasteur qu'on a fait l'Institut Curie, pour ceux qui ne le savent pas. Et donc, on est chez nous, ici. Et je dirige le département de recherche transactionnelle, je suis pharmacien, mais j'ai consacré une partie de ma carrière dans l'industrie, ce qui m'a donné aussi une autre vision de tout cela. Et aujourd'hui, il se trouve que je travaille beaucoup avec des patients dans une maladie rare qui s'appelle le mélanome uvéal. Mais au sein de l'Institut Curie, on essaye de plus en plus d'impliquer les patients dans les modalités de recherche et surtout dans les montages des projets de recherche. Et actuellement, je suis en train de monter un grand projet à l'Institut Curie dans lequel on essaie d'impliquer des patients et j'ai le plaisir de trouver parmi nous une de ces patientes qui est très engagée à l'Institut Curie. Donc, je m'arrête là. Oh, désolé, voilà, c'est mieux maintenant. Comment je m'entends très bien, c'est un problème. Donc, j'ai un grand plaisir à vous présenter très rapidement et donner un peu l'ordre d'intervention. On a une chance avec cette deuxième table ronde. Et la chance, c'est qu'elle est beaucoup plus focalisée que la première. Et donc, aujourd'hui, dans cette table ronde, ce qu'on va discuter, c'est des modalités de consentement. Mais pour cela, il va savoir un peu discuter qu'est-ce que c'est qu'un consentement, quelles sont les modalités, et puis aussi le partage des données. Et donc, on a des intervenants qui vont nous faire, je pense, être au courant de tout ce qui se passe. Donc, je vais donner la parole, mais je vous présente très rapidement. D'abord, à Virginie Pirard, elle est juriste et philosophe, elle travaille à l'Institut Pasteur. Et après, donc elle va nous donner un peu, elle va nous planter les décors, si j'ose dire. Puis, je vais donner la parole à Anne-Laure Morin, elle est docteure en droit, elle est aussi travaille à l'Institut Pasteur. Et en fait, elle m'a dit dans un message, elle va nous refroidir un petit peu, parce qu'il va nous donner les contraintes de tout ce qui est autour des consentements et des partages. Puis on va donner la parole à deux chercheurs de l'Institut Pasteur, Guillaume Vaught, qui travaille en génétique, c'est le premier qui va intervenir, et puis c'est Guillaume Dumas, qui est plutôt dans les neurosciences. Après, on va donner la parole à une Américaine qui est devenue très européenne, elle habite en Suisse depuis 20 ans, Karine, qui est fondatrice d'une association suisse, mais elle va vous en parler. Donc, on va donner la parole à une patiente et à quelqu'un qui est très, très motivé dans la vie des associations. Et puis, voilà, les médecins vont être les derniers, cette fois-ci. Donc, Stanislas, qui est spécialiste en hépatologie gastro, mais c'est la personne qui dirige le centre de recherche translationnelle ici à l'Institut Pasteur. Donc, très pasteurien, mais c'est normal. Mais c'est pour ça quelqu'un de Curie qui va animer tout cela. Et je donne la parole tout de suite à Virginie. Il y a quelques slides qui vont passer. Merci Sergio, bonjour à tous. Donc voilà, je suis responsable de la cellule éthique à l'Institut Pasteur. Alors c'est quoi la cellule éthique? C'est un petit service qui a une grande capacité de nuisance, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il est chargé de représenter votre liberté. C'est-à-dire que je suis patiente moi-même pour une maladie assez grave, mais en fait ce n'est pas du tout à ce titre-là que j'interviens. Ma maladie, je la mets sur le côté. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est d'imaginer que vous, ou encore vous pourriez participer au protocole que nous recevons et sur lesquels nous devons donner un avis. Et donc, j'essaye autant que faire se peut de conserver la possibilité pour chacun d'entre vous d'y avoir accès de façon équitable, de façon respectueuse, de façon pertinente par rapport aux enjeux de ce que vous vivez dans vos maladies. Donc voilà, l'idée c'est de représenter tout le monde et personne. Je ne sais pas si ça fait sens pour certains d'entre vous. Il y a de grosses questions lorsqu'on parle avec les associations autour de qui a le droit de parler, qui représente qui. Eh bien nous avons décidé que vous étiez tous toutes des personnes qui méritaient d'être représentées. Nous essayons de faire ce pari-là. Voilà. Alors, je ne vais pas vous parler de la cellule éthique plus longtemps, mais je voudrais vous parler de la façon dont le dialogue actuel entre recherche
patient où recherche et disons société s'est construit. D'une façon un petit peu caricaturale, on peut dire qu'il y a eu un moment traumatique qui a marqué toute l'histoire de l'éthique de la recherche. Alors ce moment, vous en avez sans doute déjà entendu parler, c'est de Medical Case, c'est-à-dire un grand procès de médecins après la Seconde Guerre mondiale qui a visé à juger les crimes médicaux, c'est-à-dire des crimes commis au nom de la recherche pour un but de recherche qui avait eu lieu dans toute une série de camps de concentration. Comme la présentation ici est très brève, je n'ai pas amené la liste des crimes, ni les détails sur le procès de Nuremberg, mais si vous le souhaitez, vous pouvez me contacter et je vous adresserai cette documentation. À la suite de ce procès, les juges qui ont eu à évaluer ce qui s'était passé ont eu, d'une certaine façon, eu à juger le rôle de la science à une époque donnée, le rôle de la science la plus raffinée de l'époque, parce que si les conditions de réalisation des expériences étaient barbares, les projets scientifiques eux-mêmes étaient extrêmement raffinés et visaient à permettre à l'Allemagne de contribuer de la façon la plus utile possible à l'effort de guerre et aux enjeux que vivaient les soldats allemands. Donc, en termes scientifiques, c'était une science de très haut niveau, de celle que l'on peut retrouver à l'Institut Pasteur. Voilà. Donc, c'est important de savoir que ce moment historique a défini, par le biais des interventions entre l'accusation et la défense, une série de principes qui sont toujours considérés comme d'actualité. Des principes fondamentaux qui permettent de considérer qu'une recherche est éthiquement acceptable. Ça n'a pas été modifié depuis, ça a un petit peu évolué au fur et à mesure des différentes de l'évolution du temps et des grandes guidelines éthiques qui ont été éditées en 1964 pour la déclaration d'Helsinki, en 1982 pour les lignes CIOMS et qui toutes sont renouvelées, révisées régulièrement. Mais c'est toujours les mêmes garanties que l'on vérifie. Et ces garanties, elles visent surtout à bien distinguer le cadre du soin, qui est celui que vous connaissez, du cadre de la recherche. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Lorsqu'on donne un soin, ou lorsqu'on discute de soins, on se place dans un cadre qui impose certaines choses et qui en prohibe d'autres. Et bien dans la recherche aussi, sauf que ce ne sont pas forcément les mêmes. Pourquoi? Parce que le cadre de la recherche est marqué par ce qu'on appelle l'équipoise, c'est-à-dire l'incertitude. Il y a un principe d'incertitude qui est beaucoup plus grand en recherche qu'il ne l'est dans le soin classique, même si bien sûr dans le soin classique, il existe des aléas thérapeutiques. Donc, les fondamentaux qui ont émergé à la suite de ces événements historiques très importants, c'est d'une part la protection des participants et le respect de leur autonomie, et d'autre part la nécessité de conduire une recherche responsable vis-à-vis de la société tout entière. Ça inclut maintenant des notions comme la recherche équitable, benefit sharing, la surveillance des risques biologiques, etc., qui vont au-delà du simple bien-être et respect des participants à une recherche. Tu peux... Ouais. Donc, ça, c'est en quelque sorte le dialogue fondamental qui s'est instauré à l'issue de la Seconde Guerre mondiale. Alors, pour autant, depuis 30 ans, je disais, les garanties sont sensiblement restées les mêmes, mais l'environnement structurel, politique, social, économique a beaucoup changé. Il y a bien sûr le rôle actif des associations de patients qui a émergé ces 30 dernières années. Il y a l'économie numérique et les possibilités technologiques qui n'ont cessé de s'accroître. Il y a le poids économique de la santé, donc ce que ça coûte, le poids de la solidarité, comment on intègre ça dans les budgets de l'État. Il y a la dématérialisation de la recherche en santé, c'est-à-dire que pour faire de la recherche aujourd'hui, vous n'avez plus forcément besoin de passer par des échantillons, ou disons que vous passez par des échantillons, mais très vite, vous travaillez sur des données. Donc il y a une labilité dans les outils, les objets de la recherche qui est de plus en plus grande. Il y a un élément fondamental sur lequel je ne m'étendrai pas, mais qui est un enjeu en soi, c'est le partage croissant des données de la recherche. Alors à la base, le partage croissant des données de la recherche, c'est une chose excellente. Ça a d'ailleurs été décidé, entre guillemets, au courant des années 90,
pour la recherche génomique, les données génomiques, suite au problème avec Myriad, qui avait donc posé un brevet sur des séquences d'ADN. Donc l'idée, c'était d'éviter l'appropriation par des lobbies privés de séquences génétiques sur lesquelles finalement tout le monde allait devoir travailler. Donc c'est une très bonne chose. C'est aussi une très bonne chose pour permettre de garantir l'intégrité des données, leur parfaite, disons, leur qualité méthodologique, la transparence, la reproductibilité, tout ça est très important. Mais ces données de la recherche, ces résultats de la recherche intègrent aussi, in fine, des données personnelles des individus. Et là, on est obligé de faire attention à d'autres garanties, qui sont en fait des garanties issues des droits de l'homme, de votre droit à la vie privée, de votre droit à ne pas être stigmatisé. Et le danger, il faut bien le reconnaître, ne vient pas forcément des chercheurs en première intention, mais il peut venir des compagnies d'assurance, des employeurs, de toute une série d'autres groupes qui, à un moment donné de la chaîne, pourraient avoir la main sur ces données. Donc ce sont des éléments auxquels il faut faire attention. Il y a bien sûr le tout génomique, c'est-à-dire que maintenant il est de plus en plus rare qu'on conduise des recherches sur une pathologie sans se demander s'il y a un fond génomique, un fond génétique qui influe la gravité ou la survenue de la pathologie. Et puis bien sûr, il y a cette importance qu'on ne peut que saluer, mais qui est celle de l'autonomie de la volonté. De façon globale, les gens préfèrent qu'on leur demande leur avis, même s'ils n'ont pas forcément envie de dire non. Par exemple, êtes-vous d'accord pour le partage? Il y a beaucoup de chances qu'un certain nombre de personnes disent oui, oui, je veux bien qu'on partage mes données, mais ils préfèrent qu'on le demande. Ils ne veulent pas qu'on réponde à leur place. Et donc, c'est ce qu'on appelle Glad You Ask, en référence à des publications intéressantes. Tout ce contexte a amené les risques à se raffiner, à devenir un petit peu différents. Lorsqu'on voit les risques liés à Internet, bien sûr, on voit que c'est différent de ce qu'on connaissait il y a 40 ou 50 ans. Ce sont des nouveaux risques. D'abord parce que nous ne les qualifions pas immédiatement, à moins d'être un geek soi-même, se représenter le circuit de données passant d'ordinateur en ordinateur en ordinateur, etc., peut être assez compliqué. Donc on a déjà du mal à les appréhender. On a parfois du mal à imaginer l'espace-temps dans lequel ces risques peuvent se concrétiser, des choses qui nous semblent anodines maintenant, peut-être que dans 20 ans, nous n'aurons pas du tout envie qu'elles ressortent. Un statut VIH que pour le moment, on accepte qu'on est par exemple dans une logique militante, mais peut-être que dans 20 ans, on n'aura pas envie de se voir retourner ce statut par un biais. Donc ce sont des possibilités, c'est-à-dire qu'il y a un espace-temps qui est différent que nous devons faire avec. Alors, comment est-ce qu'on raisonne par rapport à ça? Personne n'a la baguette magique ni la solution parfaite. Mais on peut se dire qu'il faut avoir deux boussoles. Premièrement, c'est faire attention aux vulnérabilités. Ça, c'est très important. Parce que ces vulnérabilités, elles peuvent être de tout ordre. Elles peuvent être psychologiques, bien sûr, individuelles, mais elles peuvent être économiques, sociales. Elles peuvent être numériques. On parle de fractures numériques. Ce sont des éléments importants lorsqu'on parle d'avancée des technologies. Lorsqu'on fait de la recherche, un élément important est de constituer un échantillon représentatif. Il faut donc anticiper le fait qu'en choisissant certains modèles technologiques, on pourra ou non avoir accès à certaines catégories de population. Si vous cherchez à avoir accès à des femmes dénutries en Afrique, peut-être qu'il est difficile d'exiger dans les critères d'inclusion qu'elles aient un téléphone portable, ou peut-être pas, ça dépend des lieux. Bref, il faut penser à ce genre de choses parce que ça peut constituer des freins qui empêchent l'accès à la recherche ou qui constituent des échantillons qui ne seront pas des échantillons pertinents. Or ça doit vraiment tous nous mouvoir parce que ça fait de la meilleure science et des meilleurs résultats pour les catégories visées. Et une chose qui me semble importante et qui va dans le sens de ce que nous avons entendu ce matin, c'est de soutenir l'évaluation transdisciplinaire. Tant qu'on continuera avec la balkanisation des savoirs et les petits jeux tu n'es pas expert, donc là-dessus tu n'es pas expert, toi non plus tu n'es pas expert, on ne s'en sortira pas. Donc il faut vraiment avoir une approche transdisciplinaire. Il faut savoir qu'il existe des diplômes là-dessus. En France, c'est assez peu évoqué, mais dans d'autres pays, il existe des diplômes qui permettent d'être formés à la transdisciplinarité. Et l'idéal, c'est évidemment d'être aussi un petit peu indépendant en termes d'enjeux financiers, ce qui n'est pas toujours facile. Voilà. Peut-être la dernière slide.
Oui, je vais juste un dernier point, parler d'un enjeu cardinal qui est celui de l'information et du consentement. Comme je vous le disais, on n'est pas vraiment dans une société où on est prêt à renoncer à donner notre avis, à renoncer à être correctement informé et à renoncer à consentir ou pas, à refuser d'entrer dans une recherche. Alors, de façon très pratique, l'information, elle doit porter sur, disent les grandes guidelines, l'ensemble des items qui sont là. C'est assez large, c'est une gageure, parce que l'idée n'est évidemment pas que, en termes de documents d'information, vous vous retrouviez avec une notice de type effet secondaire pharmaceutique. Ça n'intéresse personne. Donc il faut à la fois avoir un vecteur complet, loyal, l'idée évidemment d'entretenir un climat de confiance et de le mériter, mais aussi le plus complet possible par rapport aux enjeux qui sont importants pour les gens. Et ces enjeux peuvent bien sûr être les risques auxquels ils vont être confrontés dans une recherche, mais aussi éventuellement la présence d'industriels. Il y a des gens qui n'ont pas envie de participer à une recherche lorsque les enjeux industriels sont trop importants, et c'est respectable. Il faut pouvoir l'entendre. Donc, la meilleure façon, ce n'est pas d'évincer les industriels, c'est tout simplement d'informer les patients, les futurs participants potentiel qu'il y a tel ou tel industriel qui participe à la recherche. Ceci permet autant que possible un consentement éclairé. Je pense que tu peux passer à la slide suivante. Pour ce qui est du consentement, là aussi, il y a peut-être des garanties à avoir en tête. L'idée, c'est quand même que le papier, le consentement écrit, c'est plutôt une trace pour après. Lorsqu'on rentre à la maison, lorsqu'on a envie de relire ce à quoi on s'est engagé, ce qu'on a accepté. Le biais premier de l'information, ça doit être un contact humain. Et ça, c'est important de s'en rappeler. Pourquoi? Parce qu'il y a des ajustements qui se font dans les relations interhumaines, dans les interactions humaines, qui ne sont pas entièrement réductibles à une information papier. D'ailleurs, moi, je ne suis pas très favorable aux quiz qui permettent de savoir par une question A, B, C, si le patient a correctement compris. Je pense que la compréhension, c'est un phénomène interindividuel, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné où par le dialogue, on se rend compte si le participant potentiel a compris ce dont on parlait, plutôt que de l'évaluer sur sa compréhension via des quiz. Je trouve ça un petit peu déplacé. Mais parfois, on n'a que ça comme moyen. Donc, c'est peut-être mieux que rien. Donc, il faut permettre un temps de réflexion. Ça ne veut pas dire forcément donner 15 jours, mais ça veut dire donner le temps à ce qu'on pressent nécessaire pour la personne. Quand on voit quelqu'un qui a besoin de se frotter le front, qui dirait « je voudrais peut-être téléphoner à mes parents ou à une amie », mais cette personne a clairement besoin d'un temps de réflexion, et ça aussi, c'est respectable et à respecter. Il faut bien sûr qu'il y ait un dialogue. Donc, il faut tout simplement avoir cette possibilité de poser des questions et avoir quelqu'un en face qui assure en termes de réponse. S'assurer de la compréhension des éléments fondamentaux de la recherche, c'est ce que je disais, peut-être pas via de quiz, et tenir compte de contextes particuliers. Il est clair qu'au fin fond du Gabon, je sais pas moi, en Australie, en Italie, au Brésil, on n'aura pas forcément la même façon d'aborder des sujets. Je pense récemment à un protocole Zika sur lequel j'ai travaillé. Eh bien, la façon de s'adresser à des mamans qui viennent de perdre un bébé de microcéphalie, eh bien, selon les contextes culturels, on ne va pas parler du bébé de la même façon. Je veux dire, un fœtus, c'est peut-être quelque chose qui est entendable dans certaines parties du monde, ça ne le sera pas ailleurs. Donc il faut tenir compte de ça, de ce que veulent dire les mots pour les gens à un moment donné. Et je rappelle que pour les enfants et pour les personnes qui sont sous tutelle, donc les personnes handicapées, mentales souvent, il est important de rappeler qu'elles ont droit à participer à ce processus d'information et de consentement. Alors on n'appelle pas ça, pour des raisons juridiques, un consentement, puisqu'elles n'ont pas la capacité juridique qui leur permet de consentir, mais on appelle ça un assentiment. Et très vite, dès 5-7 ans, en fait, encore en fonction des contextes culturels et de la situation de chaque individu, on voit une possibilité pour l'enfant ou la personne en situation de handicap d'être associée à ce à quoi on lui propose de participer. Donc bien sûr, il faut dans ce cas prévoir des modalités d'information adaptées, et en tout état de cause, on respecte le refus
de l'enfant ou de la personne handicapée, même si son tuteur ou celui qui a l'autorité parentale le refuse. C'est une des grandes garanties éthiques dans le cadre de la recherche. Donc ce que j'ai envie de dire, disons à l'aube de cette table ronde, c'est que si ces garanties fondamentales ont été créées dans un contexte de crise suffisamment important pour qu'une large discussion ait eu lieu sur ce que c'est qu'être un être humain et être traité dignement, eh bien, c'est qu'elles ont un sens et que nous sommes en charge de veiller à ce qu'on ne les oublie pas. Alors, ça ne veut pas dire qu'elles ne peuvent pas recevoir une lecture évolutive, ça ne veut pas dire qu'elles ne doivent pas être adaptées en fonction de nouveaux contextes technologiques, mais il faut faire une place au respect de ces garanties et voir comment on peut au mieux les intégrer dans les nouvelles possibilités que nous offre l'évolution technologique et des sciences. Voilà, je m'arrête là. J'ai tout de suite la parole à Anne-Laure. Je dois avoir aussi des slides, oui. Bonjour à tous, merci de cette invitation. Donc, comme je l'ai dit à Sergio, je vais avoir le douloureux privilège d'être la rabat-joie de cette table ronde, puisque je vais vous parler du point de vue du juriste et donc des modalités de consentement et de partage des données sensibles et ce que le droit dit sur ces questions, en rapport d'ailleurs, en rapport totalement corrélé avec ce que vient de engendrer en grand nombre des facilités de stockage, des diminutions des coûts, des séquençages, etc. et dans le cadre d'une médecine qu'on appelle personnalisée. Et bien sûr, les infrastructures de recherche et les chercheurs en particulier, et en particulier ici à l'Institut Pasteur, sont ici en faveur, peut-être pas tous, mais d'un mode d'expression de la volonté des participants à la recherche qui tiendra compte de ces avancées technologiques et d'un nouveau mode de partage des données qui sont engendrées par la recherche. Et en revanche, ce qu'on a entendu, enfin pas en revanche, mais ce qu'on a entendu des patients en tout cas ce matin, ce qui a été réitéré, je n'ai pas compté le nombre de fois que vous avez prononcé le mot accélération de la recherche, mais c'était quand même assez important. Les patients également ont envie, selon le modèle qui a été donc développé par Michel Callon et sa collaboratrice il y a assez longtemps en tant qu'association partenaire, d'influer le cours même des recherches afin de rendre disponibles rapidement ces résultats. Et l'idée c'est celle qui était également exprimée à l'AFM, c'est-à-dire que la science finalement n'est qu'un détour pour les patients. L'idée c'est d'arriver à la guérison. Et c'est aussi d'accélérer, sauf erreur de ma part. Alors le droit là-dedans, que dit-il? Il va s'attacher à la protection des personnes. Et ça va être les enjeux majeurs du droit. Pas tout de suite. Merci. Pour s'attacher à la fois à l'authenticité de l'expression de la volonté, suivant le principe général de dignité que vient d'énoncer Virginie, mais également à s'attacher à la valeur juridique en tant qu'élément de preuve de cette expression de la volonté via le consentement et évidemment de s'attacher à la protection des données au regard de la vie personnelle. Je veux bien la suivante. Merci. Donc, enjeu de protection de la personne pour le droit, tout d'abord. Des activités de recherche sur les personnes et sur leurs données sont soumises, il faut quand même se le rappeler, à des critères d'acceptabilité qui sont fixés par la loi et qui sont vraiment strictement corrélés avec les règles éthiques. Et donc il y aura, en droit français particulièrement, mais c'est également en droit européen, un ordre public qu'on appelle de protection de la personne, strictement corrélé au respect du principe de la dignité, qui est un principe à valeur constitutionnelle chez nous, avec des règles que vous connaissez bien, avec des règles d'inviolabilité du corps, de non-patrimonialité du corps humain, mais aussi avec des modalités d'information pour la personne qui rentre dans une recherche, des modalités d'information et un mode d'expression de la volonté tout à fait spécifique et renforcé. C'est-à-dire la loi va exiger que cette information et le mode d'expression de la volonté par rapport, par exemple, à un achat commercial, à une information et un achat commercial, soient renforcés. Alors vous me direz, il y a la loi Jardé qui, depuis lors, est venue un petit peu, mais on pourra en parler lors de la discussion, atténuer ces modes d'expression de la volonté. Mais pour l'instant, en tout cas, en ce qui concerne les recherches interventionnelles, on est toujours même sur les non-interventionnelles, avec des modes d'expression de la volonté qui sont renforcés.
Il y a aussi une protection spécifique des données à caractère personnel. Donc là, je ne parle pas des données, des résultats des recherches qui ne rentreraient pas dans cette définition des données à caractère personnel, mais des données à caractère personnel qui sont engendrées par les recherches et qui sont considérées comme des données dites sensibles au terme et de la loi française et de la directive qui est désormais abrogée par un règlement européen qui n'est pas encore en vigueur, mais qui le sera en 2018, mai 2018. Et ces données personnelles, eh bien, elles doivent également être traitées selon des grands principes, qui sont des principes de finalité. On ne fait pas n'importe quel traitement, il faut qu'on décline une finalité qui soit acceptée là aussi par la loi. Il faut que les traitements soient proportionnés, il faut bien sûr garantir la confidentialité, les mesures de sécurité, et il va falloir s'adapter aux nouveaux principes du règlement européen qui, lui, va même beaucoup plus loin puisqu'il édicte des principes de responsabilité des auteurs de traitement, c'est-à-dire c'est aux auteurs de traitement eux-mêmes, aux responsables de traitement, d'évaluer les risques qui sont engendrés par les traitements qu'ils mettent en œuvre, et un principe de minimisation. Au même titre, peut-être les gens dans l'assistance connaissent la réglementation sur l'expérimentation animale, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'il faut minimiser au maximum finalement les traitements de ces données sensibles. Au même titre qu'il faut minimiser au maximum les recherches sur les animaux quand on peut s'en dispenser. Donc les données sensibles, quelles sont-elles? Vous les connaissez, opinion politique, philosophique, appartenance technique par exemple, et bien sûr, ce qui vous intéresse au premier chef, les données relatives à la santé. Le principe, c'est l'interdiction normalement de collecter ces données. Mais bien sûr, il y a des exceptions lorsque on accepte, enfin lorsqu'on se soumet à l'autorisation de la CNIL ou à une méthodologie de référence. Alors le partage de ce type de données sensibles, c'est la même chose qu'un traitement. Donc ce sera les mêmes conditions d'autorisation. En revanche, et ça vous le savez également tous, les données qui sont considérées comme irréversiblement anonymisées, mais encore faut-il s'attendre sur cette définition, échappent à ce cadre légal. Alors, ce qui est très, très important de comprendre, et ce que je voudrais vraiment faire passer comme message ici, c'est que le consentement ne va pas tout résoudre. Et c'est très souvent des discussions que j'ai avec les chercheurs, c'est-à-dire qu'on imagine une sorte d'effet magique au consentement. Mais la loi ne l'entend pas comme ça. La loi érige un ordre public de protection, aussi bien sur la personne que sur ses données. Et même si la personne consent, elle ne peut pas renoncer à cette protection. Donc ça, c'est très important de l'avoir en tête. Je veux bien la diapo suivante. Alors, en ce qui concerne, puisque c'était aussi le cahier des charges qui nous était donné par Clémentine, les enjeux de la validité juridique de l'expression de la volonté, puisque là aussi, la loi va avoir quelque chose à dire là-dessus. En ce qui concerne l'information de la personne, en recherche, la loi va indiquer, et Virginie l'a rappelé aussi du point de vue éthique, que c'est l'investigateur ou la personne qualifiée maintenant pour la loi Jardé qui est débitrice de l'information. C'est elle qui la doit. C'est pas l'ordinateur, hein, c'est la personne. Et l'écrit qui vient après, ou le support de l'information, doit être postérieur à l'information orale. Ça, c'est dans le texte et il n'y a pas moyen d'y déroger. Bien sûr, elle peut être grandement facilitée, cette information, par l'utilisation d'outils électroniques, par des infographies, par des tablettes, par des questions-réponses. Ça, bien sûr. De toute façon, l'idée du législateur, c'est de faciliter la compréhension pour que l'information de la personne soit la plus complète possible et qu'elle respecte les grands principes là aussi de la dignité humaine. Mais in fine, et en cas de problème, puisque je suis la juriste, donc je suis là pour y penser et que je suis donc paranoïaque là-dessus, ce sera le juge qui dira si l'information répond aux critères et aux caractères requis par la loi. Et en matière de recherche, il faut que l'information soit... Diapo suivante. Sur le consentement également, que dit la loi? Eh bien, la loi va reconnaître l'équivalence en termes de preuves de l'écrit électronique et de l'écrit papier sous... Vous allez me dire, c'est formidable, mais évidemment, c'est sous certaines conditions. Donc, la personne dont émane l'écrit sur le support électronique doit pouvoir être dûment identifiée. Ça, c'est évidemment impératif. Et il peut y avoir ce qu'on appelle des signatures électroniques. Et la signature, en termes de droit, c'est ce qui va faire basculer le simple document vers ce qu'on appelle un acte juridique. Et ce qui va donc lui donner une valeur légale.
Et la signature, bien sûr, il ne s'agit pas de scanner une signature. On est bien d'accord, la signature électronique, pour le droit, il va falloir qu'elle s'inscrive dans ce qu'on appelle un certificat numérique qui peut être porté sur différents supports, une carte à puce, un smartphone, etc. Et qui aura pour fonction d'identifier véritablement le signataire et de sceller le document qui est attaché pour en garantir l'intégrité. Donc c'est pas n'importe quoi, ça se fait par des certificats qui sont fournis par des sociétés spécialisées ou des banques. En revanche, ça vous le savez si certainement, la signature électronique des soignants, elle est admise. Elle peut concerner tout document, des comptes rendus d'hospitalisation, des ordonnances, et grâce à la carte de professionnel de santé, la signature est fiable et elle est considérée comme sécurisée. Alors, qu'en est-il de la signature électronique du patient ? Je vous pose la question. Elle devrait respecter bien sûr toutes ces conditions de fiabilité. Est-ce que chaque patient peut avoir un certificat numérique qui serait par exemple porté par sa carte vitale? Je ne sais pas, j'invente. Mais pour l'instant, tel n'est pas le cas et il n'y a pas de jurisprudence à notre connaissance sur une signature électronique de patient dans le domaine de la recherche. Donc je ne peux pas vous dire ce que le juge en dirait, puisque là encore, c'est bien ça qui doit fixer mon raisonnement. Diapo suivante. Alors voilà, si l'information et l'expression de la volonté sous forme électronique peuvent, à mon sens, constituer des outils complémentaires vraiment très intéressants sur les modalités d'information et de consentement, ou même d'opposition, puisque la loi Jardé maintenant permet d'inclure dans certaines catégories de recherche des personnes sans véritablement recueillir un consentement écrit, ils ne permettent pas, à l'heure actuelle, au regard du droit français, de se substituer aux conditions de protection des personnes que je viens d'énoncer. Et ils doivent être, par surcroît, mis en place suivant des conditions légales qui reconnaissent leur validité et qu'on vient de dire, donc qui sont quand même assez strictes. Le traitement des données caractère personnel, par surcroît sensible, en recherche, et en revanche, reste régi par le droit, et tout partage en dehors d'un procédé d'anonymisation irréversible doit répondre à toutes les conditions légales. Voilà, je vous remercie. Merci. Donc la parole maintenant à deux chercheurs. On va commencer par toi. Bonjour. Donc, je suis Guillaume Vogt et avec le CNRGH, ex-CNG, et l'Institut Raphaël, on va mettre en place un protocole e-court. Et le but est de réorganiser la recherche en génétique en France. Parce que globalement, c'est assez déprimant quand on met tout en œuvre pour faire une recherche médicale. Vous en avez parlé ce matin. On met une année à faire le protocole, il faut le réseau de médecins. Et puis, des fois, ça peut changer. On peut peut-être pas forcément revenir aux patients. On veut regrouper deux cohortes, mais il y a des gens malheureusement qui sont morts. C'est un consentement papier. On ne peut pas recontacter les familles. Il y a un blocage au CPP. Et au niveau de la CNIL fait appliquer la loi. Et si dans le consentement initial, il n'a pas été dit qu'on va faire votre génome entier, et alors que vous avez signé uniquement pour faire de la biochimie et un gène, légalement, on n'a pas le droit. Et donc les recherches en génétique humaine ont un problème en France pour différentes choses. Donc pour répondre à ça, on a regardé ce qui se faisait dans les autres pays où les données génétiques, il n'y a aucun problème. On a le droit de savoir notre affiliation, nos données d'ancestralité. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc c'est des sociétés privées, c'est un DTC, Direct to Consumer, un marché biface, où le participant va directement interagir avec la société privée. Il n'y a plus de médecin, en tout cas il y a juste une interface Internet. Donc sur Internet, vous commandez un prélèvement salivaire, vous l'envoyez, et puis quelques semaines plus tard, vous avez donc toutes vos données d'ancestralité. Et des données de facteurs de risque à développer certaines maladies. Donc ces sociétés-là ont quand même Tony Flandmy, plus d'1 million de personnes, Ancestry DNA dont on parle moins, plus de 3 millions quand même. Elles font évidemment du marché économique, c'est-à-dire que par exemple Genentech a versé 60 millions pour récupérer les ADN de 3000 Parkinsoniens dans cette cohorte. Uniquement sur le simple fait que les personnes ont répondu à des questionnaires en ligne en disant j'ai la maladie de Parkinson. Et ces sociétés commencent à faire de la recherche, c'est-à-dire avec les chercheurs du monde entier, avec les associations qui ont une question, qui veulent poser, etc. Donc le problème, c'est qu'ils fournissent une très bonne idée. Ces sociétés gardent les données brutes
pour breveter, pour faire tout ce qu'il faut, et fournissent aux chercheurs, et quand je dis aux chercheurs, c'est les chercheurs ici et dans tous les autres instituts qui collaborent. Et donc le chercheur reçoit en disant bah, génétiquement, ce que tu cherches, ça doit être par là. C'est déjà très utile, et on aimerait pouvoir faire ça en France, et le seul moyen de faire ça en France, c'est malheureusement de passer par ce genre de société privée pour aller si vite. Parce que la question va être posée le mois suivant. 6 mois après, il n'y a pas besoin d'un réseau, il y a déjà la cohorte. Et une grande cohorte. Donc, diapositive suivante. Donc, le principe est d'essayer de faire ça en France en respectant les lois. Donc, il y a un problème pour les données génétiques en France, c'est que c'est interdit. Et on a le droit que dans 2 cas, dans le cadre du soin, c'est à peu près le plan VALS, médecine génomique 2025, où dans 5 ans, on va avoir des gens qui vont avoir des exomes, des génomes sur une clé USB, parce que c'est leurs données de soins, ça leur appartient, et ça va être très difficile de leur expliquer qu'ils n'ont pas le droit de l'uploader sur Portable Génomique pour connaître tous leurs facteurs de risque. Quand je dis tous leurs facteurs de risque, ça ne va pas forcément répondre exactement et correctement à ça. Donc on doit informer le patient et lui expliquer qu'est-ce qu'il va récupérer comme données. Donc c'est le but de ce protocole. Donc pour faire ça, l'autre possibilité, c'est la recherche. Dans le cadre d'une recherche biomédicale, on a le droit de collecter toutes ces données sensibles. La génétique, la politique, le sexe, toutes les choses qui sont interdites, d'accord, avec un niveau de protection. Donc techniquement, l'autre chose à respecter aussi, c'est une finalité. Il faut des finalités, il y a des cohortes cancer, il y a des cohortes diabète qu'on ne peut pas forcément regrouper, en plus avec un consentement papier, donc c'est très problématique. Là, la finalité, elle est simple, c'est faire de la génétique associée à des questionnaires. Voilà. On fait une cohorte, bête, génétique, associée à des questionnaires. On respecte la loi française avec un médecin physiquement qui va vérifier cette signature électronique sur la tablette, pareil que le papier, pareil que ce que vous faites à la poste quand vous récupérez un colis. Et avec le médecin, vous allez répondre à certaines questions. De chez vous, sur vos applications Internet, vous pourrez répondre encore à d'autres questions. D'accord ? À chaque fois que vous allez répondre à une question, vous allez voir d'où vient la question. Société privée, société publique, laboratoire de recherche, si vous voulez faire, si vous ne voulez pas faire. Si jamais la recherche est intolérable, qu'on ait pu poser une question, vous pouvez retirer la totalité de votre consentement. Donc comme ça, on a un accès direct avec le participant. Donc on va constituer une biobanque, base de données avec l'informatique et génomique. C'est là où ça devient intéressant et c'est là où il faut des promoteurs courageux, c'est rendre des résultats. Parce qu'il y en a assez, les participants participent à des études, et puis ils n'entendent jamais le résultat de la recherche globale, et rien. Après un cancer, on n'a peut-être pas envie d'avoir une des maladies qui aurait pu être diagnostiquée dans les 100 maladies génétiques où on pourrait changer son hygiène de vie pour l'éviter. Donc le but est d'essayer de rendre ces informations-là. Diapositive suivante. L'autre intérêt de ce protocole, c'est que quand on va avoir une association qui va avoir, ou un chercheur qui va avoir une très bonne question, qui veut poser à Tony Swandmy, il va pouvoir nous la poser à nous. Le mois suivant, on va faire un amendement pour poser cette question et les gens vont répondre. Si jamais on n'a pas le public concerné, eh ben, il suffit d'ouvrir un centre, d'accord, avec un médecin qui va recruter ces personnes-là. Et il va pouvoir bénéficier de la totalité de la cohorte qui est différente pour justement trouver génétiquement s'il y a quelque chose. Un industriel, lui, ça serait faire les effets secondaires d'une molécule où il s'est rendu compte qu'évidemment sur les femmes, il y a d'autres effets secondaires parce qu'on ne met pas... on ne fait pas les tests sur les femmes parce que ça peut varier, etc. Donc globalement, les médicaments et les doses sont adaptés pour les hommes, mais pas pour les femmes. Donc on fait les effets secondaires, on pose des questions, et génétiquement, on va pouvoir faire une collaboration. L'argent qui va être injecté par la société privée, on va la réinvestir dans ce protocole-là pour redonner de l'argent pour faire des exomes et des génomes aux bonnes idées du chercheur. Et dans le cas d'un protocole interventionnel, on peut faire un pré-recrutement pour justement ce dont on parlait ce matin, avec il n'y a que 20 personnes dans le monde, etc. Bah, nous, on a peut-être 5 en France, mais le temps qu'ils fassent leur protocole interventionnel, on va recruter des gens pour leur proposer une cohorte, d'une part, et d'autre part, leur dire, au fait, vous savez, il y a quelque chose dans votre maladie, un autre protocole que vous pouvez aller signer, et nous, on va collaborer à partager vos données génétiques, et vous n'avez pas besoin de refaire la même chose. Donc, voilà. Je vous remercie de votre attention. Et évidemment, dans le cas où tous les promoteurs font ça, c'est-à-dire même si vous n'avez qu'une seule question à faire et que vous voulez faire des données génétiques, qu'est-ce qui va se passer? La PHP va avoir 50 000 personnes, l'Institut Pasteur 20 000 personnes, etc. Un autre promoteur 10 000, un autre promoteur 1 million. C'est à base de questionnaires. Le temps d'une question, ils peuvent aller poser les questions à tout le monde et on peut faire des méga-cohortes. Et ça peut intéresser tout le monde pour les maladies rares, etc. Donc le but est d'essayer de faire un consentement dynamique électronique pour que le participant puisse à chaque fois dire « je veux bien participer » sans qu'on le floue, etc. Voilà. Ok, merci.
Bonjour. Pareil, j'ai mes petites slides. Donc, j'ai une double casquette. Je suis donc chercheur ici à l'Institut Pasteur. Je travaille sur l'autisme dans l'unité de génétique humaine et fonctions cognitives. Et j'ai une casquette de citoyen qui va jusqu'à l'activisme, où j'essaye de changer les limites dans le cadre de la science ouverte. Donc, comment rendre la connaissance plus comme un bien commun que comme un bien qu'on possède et qu'on marchande. Et aussi au niveau de, par exemple, tout ce qui est éthique dans le cadre de la publicité et de l'usage des données personnelles, où les cadres juridiques et éthiques sont à géométrie variable, suivant si on est JCDecaux ou l'Institut Pasteur, on va dire. Dans ce cadre-là, moi, j'ai pas trop de réponses. Je souffre peut-être d'un syndrome, ce qu'on appelle le Dunning-Kruger syndrome. C'est plus on en sait, et moins on a l'impression d'en savoir. Et comme vous l'avez vu, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte pour faire sa recherche. Alors, la slide suivante. Alors, il y a un paramètre, par exemple, qui bon, déjà, il y a quasiment tout qui a été dit, mais il faut savoir que le coût du séquençage du génome est en train de devenir abordable. On est passé en l'espace de 15 ans de 100 millions pour séquencer un génome à, là, Illumina a dit qu'on allait passer en dessous des $100 bientôt. Et justement des entreprises comme 23andMe qui ont la même politique que certains réseaux sociaux où on clique I agree, et c'est ça le consentement, se permet après de revendre les données génétiques à des gros industriels. Et en parallèle, nous, on a un cadre juridique et éthique extrêmement pertinent et qui a sa valeur, mais qui est totalement disproportionné par rapport à justement ce genre d'acteurs. Et donc quand on va voir la CNIL, moi je suis allé voir la CNIL, je fais qu'est-ce qu'on fait nous en tant que chercheurs? Et même eux, ils sont pas à l'aise, quoi. C'est-à-dire que il y a quand même un fait, mais qui va beaucoup plus rapidement. L'essor technologique va beaucoup plus rapidement que l'évolution du cadre légal, en fait. C'est-à-dire qu'en France, on est encore sur des consentements sur séquencer un gène, alors que nous on fait tous les gènes, même on analyse des parties du génome qui sont même pas des gènes. Donc quand on est face à des législateurs qui comprennent même pas la biologie des systèmes, on est face à un mur, quoi. Donc il y a ce premier truc qui est important à avoir en tête. Alors la slide suivante, c'est un autre phénomène. Alors on a parlé des acteurs privés comme 23andMe, mais il faut savoir que dans d'autres pays, comme par exemple en Angleterre, on a des cohortes assez conséquentes. Donc par exemple UK Biobank qui prévoit 100 000 personnes avec la génétique, l'imagerie, la biochimie, etc. Et à l'heure actuelle, finalement, il y a plein de chercheurs qui se disent c'est plus facile d'utiliser ces données-là que de tenter de collecter ses propres données, parce qu'en fait, le boulot a été fait, il y a un accord à signer sur Internet, ça prend 4 mois environ pour avoir normalement l'autorisation à partir d'une hypothèse fixée sur qu'est-ce qu'on veut faire de ces données-là. Et en fait, on est face à soit on fait l'étude typique comme jusqu'à présent de 100 personnes avec pas de puissance statistique et la possibilité de bâtir des théories sensationnelles sur des résultats qui sont pas du tout stables, avec beaucoup de faux positifs, soit justement avoir quand même une quantité de données qui permettent d'avoir des résultats stables et pas rajouter du bruit dans la littérature en prétendant des choses qui sont juste fantasques. Donc ça, c'est un autre truc à avoir en tête. Alors, slide suivante. Et alors tout ça, en fait, on en discutait un peu avant, il y a un peu le côté, oui, mais alors ces histoires de big data, de collecte de données à grande quantité, ça réduit toute une population à une sorte d'objet déshumanisé, qui est une sorte de moyenne, etc. Il faut avoir aussi l'idée que c'est pas incompatible avec une approche très personnalisée. Donc nous, par exemple, on travaille sur des méthodes, ce qu'on appelle de stratification de patients, c'est-à-dire trouver des sous-groupes de patients. On a besoin, en fait, de grandes quantités de données pour pouvoir avoir la puissance statistique, pour pouvoir faire des choses qui sont rigoureuses, en fait. Donc c'est pas juste dire, dans notre cas, par exemple, on étudie l'autisme.
Je cherche pas à avoir une image idéalisée du cerveau ou du génome d'un autiste, mais plutôt au contraire de prendre l'hétérogénéité, ce qu'on appelle la neurodiversité dans le cadre de l'autisme, plutôt comme une richesse et un fondement pour aller plus vers le patient et vers la personnalisation du soin. Donc il y a vraiment un usage qui peut être compatible avec une approche très humaine et personnalisée de ces grandes quantités de données en recherche. Alors la dernière slide. Donc pour ça en fait, c'est peut-être les deux pistes. Je prétendrai pas du tout à dire que c'est la solution, mais en tout cas c'est ce que j'ai essayé de creuser depuis que je suis arrivé ici à Pasteur. C'est justement cette histoire de consentement dynamique où en fait on voit, on a pas mal interagi avec Sage Bionetworks, qui ont été un peu les pionniers dans ce système-là, donc avec l'outil Empower, qui a déjà permis en fait de faire des études à très large échelle avec des smartphones. Alors je sais qu'il y a des limitations parce que justement le consentement se fait sur un écran, etc. Mais après en fait dans le cadre de Sage Bionetworks, il parle de patient-centered consent, et en fait pour moi il y a derrière aussi toute une honnêteté par rapport au fait que le consentement il n'est pas là pour protéger une institution ou le chercheur, mais plus pour protéger le patient lui-même. Et dans leur cas, il y a toute une réflexion sur la possibilité du patient, a posteriori, de changer les droits sur ces données, d'être même beaucoup plus acteur dans la gestion de ces droits, et pas qu'il y ait un consentement papier qui soit donné, et après, il soit un peu dépossédé de ce genre de contrôle, de manière plus dynamique, en fait, avec une possibilité au quotidien de regarder qu'est-ce qui se passe avec ces données, etc. Et alors, le deuxième outil, le deuxième instrument sur lequel on travaille, c'est ce qu'on appelle le principe FAIR, pour Findable, Accessible, Interoperable and Reusable. Et c'est en fait un cadre de traitement des données qui se veut justement ouvert, donc de partage de données pour faciliter la recherche et la collaboration entre les chercheurs, tout en respectant des principes de reproductibilité, de respect des propriétés privées, etc., des données des gens, etc. Et dans ce cas-là, en fait, ce qui est marrant, c'est qu'on voit que ces genres de principes-là, le principal moteur pour convaincre les gens à la base, c'est finalement que l'Europe impose maintenant d'utiliser ce genre de principes pour tout financement de l'Europe. Et donc je pense que si on veut faire bouger les lignes, il y a à la fois un travail en bottom-up justement, et là les associations et les patients sont essentiels pour arriver à faire bouger ces lignes. Mais il y a un travail en top-down aussi avec des institutions qui vont pouvoir placer un peu des motivations aux chercheurs à être plus ouverts dans leurs données, parce que on parle de partage de données, etc. Mais c'est pas évident de convaincre des chercheurs de partager leurs données. Hein. Faut, souvent, surtout en France, en tout cas, c'est costaud. Hein. Donc voilà, là c'est les deux potentielles pistes. Alors je sais que justement, on a eu l'exposition que c'est loin d'être résolu, mais il y a au moins des pistes. Voilà. Merci beaucoup. Bonjour à tous, je m'appelle Karine Holm et je suis ici pour représenter une organisation néerlandaise qui s'appelle Inspire to Live. Ok. Oui, Inspire to Live. Et c'était la première organisation des patientes patient advocates que j'ai rencontrée, et puis j'étais très inspirée par eux. C'est une organisation qui a existé depuis plus que 10-12 ans. C'est connu pour leur course de cyclisme en l'Alpe d'Huez, ici en France. Et pour faire quelque chose de très bizarre, il fait 6 fois monter et descendre dans la même journée, et puis il collectait des fonds énormes pour lutter contre le cancer en les Pays-Bas. Et puis c'est à cause de leur succès financement, ils ont attiré les grands experts en recherche comme Stephen Friend,
un de vos influenceurs. Et puis, et leurs congrès sont devenus très connus mondial, même si c'est très petit et intime. Et je vous recommande de les faire connaissance d'Inspire to Live si vous êtes intéressé par les patient advocates contre le cancer. La prochaine, s'il vous plaît. Et, mais malgré ça, je ne suis pas néerlandaise. Je suis suisse naturalisée, mais originellement des États-Unis. J'habite à Genève depuis 19 ans et j'ai formé avec un MBA, mais j'ai travaillé les derniers 19 ans dans le domaine de santé mondiale. Récemment avec le CIOMS, le Conseil des organisations internationales de sciences médicales, qui est connu pour leur guide en bioéthique et aussi en pharmacovigilance. Et puis, je suis représentante aussi volontaire dans ma vie privée de patientes atteintes d'un cancer parce que j'ai moi-même un cancer du sein il y a 5 ans. J'étais traitée avec succès à Genève et j'ai sorti de l'expérience avec une fortification de mes moi-même compétences. Et puis j'ai eu beaucoup de reconnaissance de la donnée, de les femmes qui est donné beaucoup d'informations dans l'Internet parce que j'ai fait beaucoup de recherches moi-même. J'ai le sens d'être en partenariat avec mes médecins et c'est pour ça que je suis devenue très involvée, très engagée avec les organisations à Genève, et j'ai rencontré beaucoup de femmes qui n'ont pas eu la même expérience que moi. Et même c'est en Suisse où on a les très très haute qualité de médecins et tout ça, mais il y a une grande différence entre les expériences. J'étais j'ai l'impulse d'aider et de donner, give back, donner ce que j'ai en retour. Oui, exactement. Et puis, c'est un des fondateurs d'Inspire to Live que j'ai rencontré très tôt dans ma journée, mon expérience ces jours. Et puis, j'ai commencé de parler, de faire les conférences, de faire les présentations de notre expérience au CCER. C'est la Commission cantonale d'éthique de la recherche à Genève, dans le canton de Genève. Et puis, j'étais nommée comme titulaire commissaire dans le comité, et j'étais la première patiente en Suisse d'être dans un institutional review board comme ça. Et j'ai servi depuis les derniers 2 ans comme dans cette capacité. Et, mais j'espère qu'il viendra beaucoup plus de patients dans les comités en Suisse. Parce que je trouve que la Suisse, c'est un peu plus derrière que la France, que beaucoup des pays. C'est plus traditionnel, plus conservateur, comme ça. Et puis, on a beaucoup de travail de faire, de voir les patients dans le driver's seat. Et c'est pour ça que j'ai établi l'association suisse qui s'appelle Patient Advocates for Cancer Research and Treatment. Et le but, c'est de apporter la perspective des patients sur le cancer, recherche dans le cancer et dans la pratique clinique.
Et j'ai fait beaucoup de choses. Et si vous êtes intéressé, je peux vous envoyer les choses concernant les différents groupes. Mais la prochaine, s'il vous plaît. Et puis, c'est un exemple que j'ai donné la conférence pour le Centre international de la recherche sur le cancer à Lyon. C'est février, c'est la première fois qu'une patiente a fait ça. Et puis, oui, c'est juste pour dire que oui, les choses. Je voudrais, parce que à l'IARC, c'est la recherche épidémiologique, n'est-ce pas? Et puis, je trouve que c'est très important pour les patients. C'est pas le normal que les patients sont engagés, plutôt avec les biomédicales, recherche biomédicale, mais épidémiologique, c'est très important parce que tous les gens voudraient savoir pourquoi j'ai cette maladie, pourquoi j'ai eu un cancer. Et j'aimerais que les chercheurs dans tous les domaines vont engager les patients plus profondément. Et je voudrais encourager n'importe quel patient de s'impliquer dans la science, dans la recherche de leur maladie, faire leur propre recherche, d'engager et questionner leur médecin. Pour savoir les causes, pour savoir le traitement, l'Internet et Dr. Google nous aident beaucoup. Et je voudrais que nos cliniciens et les chercheurs nous écouteront mieux et avec nous partageront le pouvoir de la prise de toute décision concernant nos corps et nos données. Comme ça, nous serons les vrais partenariats dans le bien-être et santé. Et puis la prochaine. Et ça, c'est un exemple qui est suivi de ma parole, ma présentation à l'IARC. J'étais invitée d'être une membre de la Conseil de suivi des données et de la sécurité, Data Safety Monitoring Board, de cette étude très importante concernant le cancer du col de l'utérus. Ça concerne 50 000 femmes en Amérique latine. Et puis c'est pour voir si le dépistage avec la HPV, vaccin contre le test, peut être mieux pour trouver et faire le triage de cette cancer. Et puis, un exemple dans la première réunion, ils ont eu un problème avec certaines femmes qui ne revenaient pas pour les visites de suivi dans les différents pays en Sud-Amérique. Et puis, les chercheurs ne savaient pas pourquoi. J'ai juste suggéré d'impliquer les femmes traitées avec succès dans les différents villages pour encourager les femmes à revenir pour un suivi et un traitement. C'est quelque chose de très simple, mais c'était moi, une patiente moi-même qui a suggéré, ils ont vraiment pensé, peut-être nous pouvons faire ça. C'est quelque chose de très petit, mais je trouve que s'il y a un patient, une patiente parmi la table, tous les chercheurs, tous les médecins vont penser plus de la perspective du patient. Et c'est ça, j'aimerais finir avec ça. Merci. Merci, Camille. Et donc, on va finir, merci. On va finir avec Stanislas, avec un médecin. Oui,
Bonjour, merci beaucoup Sergio, merci à tous pour vos belles présentations. Je vais faire court parce que je pense qu'on est un peu pressé, donc Clémentine m'a même demandé de me taire, je crois, c'est ça? D'accord. Non, je vais vraiment faire un résumé très rapide donc en tant que médecin. Donc je m'occupe du service des pathologies de l'hôpital Cochin, où on a principalement donc des maladies hépatiques par définition et puis des patients avec des problèmes avec l'alcool, et on en parlera cet après-midi. Et puis je m'occupe à la NRS INSERM de la cohorte d'hépatite virale. Donc on a à peu près 22 000 patients qui sont suivis. Je vous dis ça parce que pour ces activités, et notamment pour les activités d'essais cliniques, on recueille des consentements donc depuis une trentaine d'années maintenant, et que les choses ont beaucoup évolué. Et donc je voudrais juste donner quelques éléments. Là on vient d'entendre multipartenariat sur les relations patients, médecins, je pense chercheurs, industriels. Je préfère d'ailleurs ce terme multidisciplinaire qu'on a entendu tout à l'heure, parce que je pense qu'aucun d'entre nous peut être un expert multidisciplinaire, mais par contre on peut apporter son expertise dans des démarches multipartenariales, et ça je crois que c'est vraiment important. Et ce type de réunion, je pense qu'on a fait sur un plan clinique avec nos patients par exemple depuis longtemps, aide quand même à comprendre les problématiques de chacun, et c'est important qu'on puisse se parler et échanger là-dessus. Sur le consentement, Anne-Laure le disait, et Virginie n'était pas très loin, on peut les considérer comme des empêcheuses de danser en rond. Je crois que c'est vraiment pas le cas. C'est vraiment des apports très importants, ce cadrage qu'on a, pour éviter évidemment de nuire. Et l'essentiel quand même de la communauté des médecins, et probablement des chercheurs, considère que c'est une aide qui permet justement d'accompagner l'explication des essais cliniques ou éventuellement des travaux de recherche. Donc c'est vraiment un des piliers très importants dans ce qui a été évoqué du respect des personnes, de l'intégrité des personnes. Et nous, de notre côté, c'est vrai qu'on a un autre pilier qui est celui de ne pas nuire. Et donc avec ces deux éléments-là, je pense que l'essentiel de la relation, quand on explique un essai clinique aux patients, dans ce cadre-là, permet de dire globalement on essaye quand même de vous rendre service, et tout ce qui est sous-entendu, qu'on entend de façon très régulière sur les liens d'intérêt avec les industriels, sur ci, sur ça, sur peut-être des recherches qui ne seraient pas utiles, peut être évoqué, mais de façon assez saine. Donc je trouve que c'est vraiment une aide très importante qui est permise justement par ce contrôle éthico-réglementaire. L'autre élément que je voulais évoquer, c'est que on a vu vraiment les éléments théoriques. Sur un plan pratique, quand on propose un essai thérapeutique aux patients, la décision ne se prend pas dans les 3 minutes. C'est-à-dire qu'on évoque les essais auxquels on participe, on remet quand même une brochure assez consistante au patient qui va avoir le temps de prendre sa décision. Il y aura ensuite généralement une visite de pré-screening, ensuite la visite d'inclusion, tout un ensemble d'éléments qui font qu'il ne faut pas considérer que le médecin presse le patient globalement pour l'inclure dans son essai et valoriser donc la participation par exemple sur des aspects financiers. Il y a vraiment le temps, et je ne crois pas d'ailleurs que le fait d'avoir une signature électronique changera réellement ce tempo, parce que ça ne sera pas vous signer et puis vous attaquer. Il y aura toujours ce temps qui permet quand même la réflexion, l'éducation, l'interrogation d'autres participants. Et donc je ne crois pas qu'il y ait d'éléments comme ça très inquiétants dans le partenariat patient-médecin sur le consentement et l'accès à la recherche. Et puis moi je m'occupe principalement d'hépatite virale. C'est un champ, donc on a entendu le VIH, c'est la révolution que ça a été, notamment à partir du drame des années 80, l'implication des patients pour vraiment contraindre les autorités, moins contraindre quand même les industriels pour des développements rapides et autres. L'hépatite virale est un champ qui a été encore plus rapide. Donc évidemment le champ du VIH a aidé à cette accélération, principalement d'ailleurs parce que les modèles sont les mêmes, principalement parce que les rétrovirus, le virus de l'hépatite B en a directement bénéficié tout à fait accidentellement. Et puis bon, le virus de l'hépatite C a bénéficié de toute cette recherche qui fait que quand on a commencé les premiers essais thérapeutiques, je pense en 88, on avait une ignorance totale de ce qu'on faisait, par exemple avec l'interféron à cette époque-là, si bien que dans le consentement,
on ne pouvait pas donner d'informations très renseignées sur les effets secondaires, sur l'efficacité. Ça a été des traitements très durs, 6, 12, 18 mois pour certains protocoles, pour obtenir entre 6 et 15% de guérison. Et il n'y avait pas de malignité dans les propositions de participation, il y avait juste de l'ignorance. Et c'est vrai que certains patients étaient peut-être plus impliqués que d'autres pour participer. Et aujourd'hui, on est arrivé à une situation qui est complètement différente. On sait quels sont les résultats. Les traitements durent 8 à 12 semaines. On guérit absolument tout le monde, avec une tolérance qui, pour la faire très courte, est réellement excellente. Et avec des bénéfices, les choses vont tellement vite qu'ils sont déjà montrés, alors que ça fait que quelques années qu'on utilise ces traitements, à la fois sur des bénéfices hépatiques et extra-hépatiques. Juste pour dire, à un moment, on proposait des consentements dans une ignorance totale. Alors, on était, nous, ignorants, les patients l'étaient aussi. Aujourd'hui, on propose des consentements pour des essais cliniques, et il n'y en aura bientôt plus dans l'hépatite C, dans une information très bien cadrée, totalement partagée, alors évidemment grâce aux outils informatiques par les patients qui en savent généralement plus que nous. Je pense qu'effectivement la conception exceptionnaliste voulue par le législateur français, alors quand tu dis le législateur, ce sont quand même des représentants du peuple, hein, il faut savoir ça, c'est pas une abstraction, in fine les lois sont votées et elles sont votées dans un système qui est un système de représentation. Donc on peut penser, on peut critiquer cette exception, mais moi je voudrais vraiment questionner votre enthousiasme en fait, Monsieur Vogt, concernant le fait que le monde entier peut avoir accès à ces ressources génétiques. Quel est le fondement politique en fait de cet enthousiasme? Qu'est-ce que ça permet? Est-ce que c'est fondé sur la liberté? Est-ce que c'est fondé sur, je sais pas moi, l'intérêt, comme vous dites, c'est génial, tout le monde peut avoir accès à son ancestry. Mais quel est l'enthousiasme là? C'est quoi l'ancestry? Qu'est-ce que ça devrait définir en termes de citoyenneté? Je veux dire, d'abord, qu'est-ce que ça veut dire l'ancestry? En ce sens que les définitions génétiques de l'ancestry sont assez différentes, parfois, des définitions politiques que l'on donne à son hérédité. Donc ça, c'est un premier point. Donc je pense qu'il faut faire attention aux enthousiasmes qui, comme dirait notre nouveau président, sont des bons de cabri. Hein. Je pense qu'il faut se demander au nom de quoi on parle. Et donc, je pense qu'il faut, ce n'est pas un jugement que je fais, j'interroge le fondement politique. C'est dommage d'interroger? Ah, parce que ça, c'est mon métier, en fait. Donc, non, mais c'est intéressant de se demander ce que ça veut dire et... Mais peut-être, mais donc je pense qu'il faut avoir une vision nuancée des choses. On peut dire que le système français est très compliqué, il est complexe pour la science, mais il essaye de protéger aussi des intérêts. Il essaye de protéger des intérêts qui sont aussi importants. Je suis vraiment désolée, mais comme vous avez fait tous des speeches de 20 minutes au lieu de 3 quasiment, eh bien, vous n'avez pas le temps de discuter entre vous. Vous n'avez juste le temps que les patients... voilà, donc je suis désolée, mais je suis obligée de mettre un minimum de règles. Si j'en mets pour les gens qui sont dans la salle, je suis obligée d'en mettre pour vous. Je suis vraiment désolée, donc il n'y a pas de temps de réponse. Alors, par contre, on a eu une question par SMS, et on est vraiment désolé, ça va être la dernière question qu'on va pouvoir prendre, pour pouvoir respecter un peu le planning, parce que vous vous plaignez de ne pas participer majoritairement, et donc ce sera vraiment au niveau des ateliers que vous pourriez plus vous exprimer, donc je voudrais surtout pas qu'on rogne sur les ateliers pour cette raison. Voilà, donc je suis désolée, mais je suis obligée de faire un peu la maîtresse d'école, et voilà. Oui, alors, il y a une très belle question, mais qui est vraiment très très difficile. Hein. Il y a une obligation légale à respecter les données sensibles des patients, d'accord? Est-ce qu'il y a aussi une obligation légale à donner une réponse efficace aux problèmes de santé des citoyens? Hein, ça, c'est une question effectivement éminemment politique. Alors, la réponse est non. S'il y a par exemple, ça pourrait être traduit en droit, hein, par un droit à la santé, hein, quelque chose comme ça. Ça existe dans des normes qu'on appelle de soft law, c'est-à-dire qui n'ont pas de valeur obligatoire dans les textes internationaux. Ça existe peut-être dans des guidelines éthiques, mais ça n'existe pas en droit. En droit, plus prosaïquement, vous avez effectivement ce que vous connaissez tous, parce que vous êtes des patients, la loi Kouchner, qui va vous permettre d'avoir accès à tout moment à vos données de santé. Ça, oui.
Alors, vous allez me dire, je viens de dire à monsieur qu'on n'avait pas le droit d'avoir accès à ces données génétiques. Mais est-ce que les données génétiques sont des données de santé? Bonne question. Donc, a priori, non. La loi vous dit juste ça. Vous avez le droit à tout moment de demander, effectivement, à accéder à vos données de santé. Mais elle ne vous dit pas en aucun cas que vous avez un droit protégé à la santé. Je dois malheureusement arrêter le débat ici, mais vous savez qu'il y a à manger et donc rien ne nous empêche de continuer à discuter pendant qu'on mange.